Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche ? Et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Face à ces défis, à ces difficultés au quotidien, de ressenti d'inadéquation. Je pense que mon incapacité à dire tous les mots-clés de cet épisode doivent dire beaucoup, mais je ne sais quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que la psychanalyse a fait pour t'aider à cet endroit ? Eh bien, l'autre mot que Anne a prononcé et qui couronnait, il me semble de manière très juste, ce qu'on avait pu faire, c'était l'idée de m'accepter comme puissant. Parce que moi, je suis arrivé en analyse avec ce côté, genre, moi, je suis rafistolé pour tenir debout, je fais appel à énormément de choses, mais vraiment, j'y arrive pas, et je ne me sens jamais, comme je viens de le dire, dans une espèce, tu vois, je me sens pas là. Je prends un autre exemple, juste fais un tout petit machin, parce qu'à un moment, ça m'est arrivé, je l'ai vécu, et j'étais là, putain, c'est ça exactement cette situation qui traduit le mieux ce que je vis. C'est que j'étais, comme on l'a tous vécu, dans un café où la musique était bien trop bruyante, genre j'étais sous les enceintes, ils avaient mis trop fort, bref, il y a un truc, et on essayait avec une copine d'avoir une conversation importante, et vraiment la musique, c'était pas le bon, bref, ça saoulait, et à un moment, le mec l'a arrêté, et on a ressenti tous les deux une espèce de sentiment de bien-être. Et on était, putain, qu'est-ce que c'était chiant cette musique et tout, quoi. Et je lui ai dit, bah, tu vois, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir cette espèce de musique depuis que je suis né, qui est en permanence, qui m'empêche de vivre où que je sois et qui ne s'arrête jamais. Au moins là, quand elle s'est arrêtée, on a eu une impression de confort retrouvé, mais moi, je ne l'ai pas, ce sentiment. Donc, c'était une autre manière d'illustrer cette espèce de malaise. Ce que la psychanalyse t'a aidé à faire, c'est au travers... je suis d'accord que sur 10 ans, c'est des détails, mais on les utilise pour tenter de raconter. Ouais. Adhérence, puissance, c'est-à-dire en te racontant, tu t'ouvres dans ton lien à ta psychanalyste pour qu'elle dise des mots qui retentissent et qui font quoi ? Une fois qu'on t'a dit adhérence, une fois qu'on t'a dit puissance... Et puissance et pas pouvoir. Ça sert à quoi ? Ça trotte dans ta tête, ça diminue la musique ? En fait, puissance, ça a été... Non, je pense pas que le mot ait déclenché grand-chose, c'est pour ça que je parlais de couronnement. Simplement, il résumait d'une manière, encore une fois, assez juste, quelque chose qui se passait à ce moment-là en moi. J'ai l'intuition que tu n'as pas fini ta psychanalyse. J'ai l'intuition que je vais... Alors moi, j'ai toujours pensé que ça ne se finissait pas, une psychanalyse. Tu as raison. Je fais pas partie des gens qui pensent que alors, tu as raison. Enfin, tu as le droit, pardon. Je sais pas si tu as raison. Du coup, je vais reformuler. J'ai l'impression que j'aurais beau creuser sur ce que la psychanalyse t'a aidé à faire, ce que l'on va trouver, c'est ce que tu racontes depuis le début, qui est, ça m'a aidé à mettre des mots sur ce qui se passe, mais comment la psychanalyse t'a aidé à diminuer la musique ? Pas. Parce qu'elle s'est interrompue. Non, je peux te répondre parce que cette histoire de puissance, en fait, c'est venu sans doute au milieu dans ces 10 années de travail. C'est qu'à un moment, en fait, j'ai admis l'idée que plutôt en me racontant, parce qu'elle m'a rien appris. Enfin, tu vois, tu fais que finalement découvrir des choses que tu savais déjà. Sans le savoir, simplement, ce passage à la puissance, c'était pour moi un passage à la lumière. C'est-à-dire l'idée que, plutôt que de me vivre comme quelqu'un qui était en permanence décalé, l'idée que je pouvais être celui qui passait la musique, que je pouvais être celui qui décidait, qui faisait, bref, pas seulement celui qui cessait d'aller
au fait, Mhm. parce qu'il avait trouvé d'autres moyens qui lui satisfaisaient autant, mais celui qui pouvait organiser les choses. Et donc, Comment la ça s'est psychanalyse accompagné chez moi par une prise de pouvoir, en réalité, sur ma vie, mon entourage, mon destin professionnel, amoureux, etc., qui ont complètement changé, qui fait que j'ai vraiment changé de mode de vie, en fait. Mais comment la psychanalyse a aidé cet effet ? Je crois qu'il y a eu l'idée de découvrir que ce qui me semblait être un handicap, j'ai bien compris, hypersensibilité, mais juste pouvait devenir une force dans l'idée de la création. Mais j'ai bien entendu. Quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse, et n'hésite pas à te resservir de l'eau, le fais seulement. Quelqu'un qui ne connaît pas la psychanalyse et qui la écoute et se dit, attends, le gars a fait 10 ans, jusqu'à 2 fois par semaine, avec une dame qu'il dit très belle, qu'il a payé. Tu payais combien par séance ? 90 €. Ok. On multiplie par 10 ans. C'est un sacré paquet d'argent et de temps et d'investissement. Et il en a sorti adhérence, puissance. Facile, je peux le faire. Moi, ça a changé ma vie. Hein. Ouais, mais raconte-moi si les rouages, c'est-à-dire en t'allongeant sur le divan, t'étais allongé ? Ouais. Il se passait quelque chose de particulier. Moi, je sais et je sens que là, tu racontes, et c'est le jeu de ce podcast, hop, avec 2 mots, et que ça a l'air tout, pas mou, mais un peu, tu vois, du détail, mais que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire, la psychanalyse a changé ta vie, tu me dis, et t'a permis de choper ta puissance, de regarder quelque chose, non plus en te disant, je suis un usurpateur, mais en te disant, je peux être un créateur. Ouais. C'est puissant. Comment ça s'est fait ? Tu parles dans le processus analytique. Oui. Tu parles plus du résultat. Oui, exact. Il y a eu une phase qui était assez essentielle. Mais... Tu sais que tu peux être un imposteur assumé. Tu pourrais dire « je ne sais pas ». Mes questions sous-entendent pas que tu devrais savoir, et tu pourrais aussi dire « écoute, là, il n'y a rien qui me vient ». Je dis pas que... Ah non, mais c'est quand même des questions dont il n'est pas facile. Tout à fait. Il te vient quelque chose ? Comme ça. Il me vient quelque chose d'assez précis, effectivement, parce que, comme je le disais, moi, je suis arrivé avec un bagage un peu construit de refoulement et puis finalement d'intellectualisation d'un certain nombre de choses, et que le processus de déconstruction, il a quand même eu énormément d'importance, dans le sens où il a fallu que je verbalise et que je nomme les choses et que je les identifie, et je pense que ça a été un chemin particulièrement important pour moi. Oui, mais ça, tu peux le faire dans n'importe quel cabinet thérapeutique. Oui, si ça fonctionne. Voilà, donc la psychanalyse, au final, ça aurait pu être une autre forme. Là, ça a fonctionné, c'est ça ? Ouais. Oui, je sais pas si c'est la mise en mots. Quelque part, si les personnes qui écoutent n'ont jamais fait cet exercice, je pense que je leur souhaite déjà, pour moi, de découvrir ça, une déconstruction réussie. C'est loin d'être, c'est pour moi déjà quelque chose. Mais du coup, si c'est profond et qu'il s'agit réellement d'une découverte. En fait, mais j'ai envie qu'on leur raconte. Donc, je vais 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine m'allonger au dernier étage. Elle a allumé une bougie parfumée parce qu'apparemment elle ne l'a pas déjà fait brûler 1h30. Je m'allonge. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comment cette déconstruction se passe ? Je dis ce qui me passe par la tête, t'es d'accord ? Ouais. Et comment la destruction... Je préparais un peu les choses, mais je me suis toujours demandé d'ailleurs si les gens le faisaient. Il me semble que j'arrivais avec une idée. Des idées. Des 5 premières minutes au moins. Tu faisais la libre association, c'est-à-dire que tu te laissais rebondir d'une idée à l'autre. Alors moi, je vais répondre. Moi, je pense que, comme tu es allongé, il se passe quelque chose d'autre que dans une autre forme thérapeutique. Et en étant allongé, c'est là où toute la puissance du transfert, que tu as beaucoup mis en mots au début, et de l'indicible ou des choses, toute cette puissance-là, cette magie peut opérer, et donc, au fur et à mesure, voir et revoir ce qui blesse différemment ou suffisamment
pour les sublimer? Je vois où tu veux en venir, en tout cas sur le. J'ai l'impression de voir un peu ce que tu veux, le sens de tes questions, parce que Non, mais m'échappait peut-être. Je suis désolé, Fred, mais mes questions sont simples et je pense que t'as juste pas de réponse et c'est ok. Mais là, possible. Je m'agace un chouïa parce que ma question, c'est le podcast, c'est comment on parle des rouages de la psychanalyse. Ouais. Et du coup, si tu sais pas, c'est ok, mais passons à autre chose. Mais là, j'avoue que je perds un peu patience. Non, mais je saurais pas. En fait, je trouve ça pas. Je trouverais injuste de dire je ne sais pas. Ok. Parce que j'ai l'impression de savoir, mais que c'est difficile forcément de résumer. Il n'y a pas de souci, on pourra y revenir. J'aimerais savoir, du coup, de revenir au début. Tu commences un peu une psychothérapie. Pourquoi Anne Dufourmentel et comment Anne Dufourmentel? Parce que je vois une psychologue qui me dit au bout de 6 mois, qui quasiment m'engueule en disant franchement, le face-à-face et c'est pas du tout ce qui est fait pour vous. Ok. Et elle me sort cette phrase bizarroïde. C'est comme si vous aviez découvert en or et que vous saviez pas vous en servir. Et moi, je refuse de continuer comme ça. Donc, vous trouvez une psychanalyste. Je veux bien assurer l'intérim le temps que vous trouviez une ou un d'ailleurs. Un psychanalyste, elle a sûrement dit, je veux bien assurer l'intérim le temps que vous trouviez, mais ça suffit comme ça. Elle m'avait attendu, j'étais en retard inexplicablement ce jour-là, ce qui m'arrive jamais, enfin bref. C'est vrai que je peux attester. Ce qui arrive pas souvent. Je peux attester, tu es arrivé... Je suis toujours à l'heure. Ah, ben parfaitement, c'est-à-dire 15h00, ch'tic. Ouais, je suis comme ça. Tu sonnais. Ah oui, c'est impressionnant. Et donc, j'ai trouvé un psychanalyste, mais je lui ai dit, la psychanalyse, c'est vraiment pas mon truc, je préférerais rester en face à face. Il m'a dit, ok, on fait un face à face, et puis je vous dirai dans 6 mois. 6 mois plus tard, il me dit, allongé, psychanalyse. Et je dis, je le sens pas trop. Néanmoins, je suis passé en allongé, mais pas vraiment convaincu. Juste explique-moi comment tu laisses les autres décider de ta vie alors que tu n'es pas d'accord. Mais c'est ça qui est bizarre, je reconnais, c'est que ces 2 fois-là, si tu veux, avec ces 2 psys, ils sont sortis de ce qui me semble être l'orthodoxie quasi officielle de la profession, en me disant c'est comme ça et pas autrement et ça suffit, quoi. Pourquoi t'as suivi? Pourquoi tu te retrouves en psychanalyse alors que t'es comme un enfant ou un adolescent qui dit non, j'ai pas envie? Qu'est-ce qui te fait... parce que alors pour le coup, je pense que j'avais cette espèce de capacité à accepter l'idée de débattre et d'avoir tort. Enfin, tu vois, tiens, tu enquêtes. Pas d'accord? Oui. Ouais. Et t'as eu envie d'enquêter à d'autres endroits? Je parlais de puissance, ça a été ça. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, je vivais la contradiction comme une sorte de perturbation et que je me suis rendu compte que non, j'avais pas du tout peur de la contradiction. Ouais. Genre, vas-y, quoi. Donc du coup, si cette psychologue t'avait dit, vous devez faire un grand voyage chamanique en Amérique du Sud, j'aurais étudié la question. J'y serais allé. Peut-être demander un deuxième avis. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour la psychanalyse, puisque j'ai demandé un deuxième, et puis un troisième. À un moment, j'ai même rencontré un troisième personne en disant. Mais t'es d'accord que j'ai pas envie. T'es d'accord que tu t'es laissé conduire, c'est-à-dire c'est un peu un hasard. Ta rencontre avec la psychanalyse, puisque c'est parce que ces gens te l'ont conseillé. Non, tu rencontres 3 personnes qui te disent faut que vous fassiez une psychanalyse, alors que tu leur dis mais non mais j'ai pas envie. Okay. Donc il y a un moment où si tu veux, même si tu t'estimes sûr de toi. T'es obligé d'être un peu modeste. Je comprends pas. Mais on est très différents. Ah bah non, mais moi, une fois que je t'ai dit j'ai pas envie. Enfin, parce qu'en fait, moi la 3e fois, je suis quand même par dire bon allez, ok. En fait, ce que j'investis d'une énergie, j'ai pas envie, va me rendre un produit, j'ai pas envie. Donc j'ai aucun intérêt. Si je vais à un endroit, je cuisine, je parle ou je fais un épisode de podcast avec une énergie mauvaise. Le résultat est mauvais. Ah ouais. Alors moi c'est exactement le contraire. Ce que j'ai attendu et ce dont j'ai envie en général me déçoit. Et c'est en général ce dont j'ai pas envie et j'adore les heureuses surprises. Ouais. Okay. J'aime bien être pris au dépourvu. Okay. J'aime bien l'effet de surprise et l'inattendu. Je n'aime pas du tout le contrôle et je sais que pas mal de gens y trouvent. C'est souvent dans l'attente qui nourrit leur plaisir. D'accord. C'est pas mon cas. Donc à ces gens qui te disent faites une psychanalyse, tu réponds j'ai pas envie, mais ça m'amuse. Alors j'ai pas envie une première fois, puis mais ça m'amuse. Deuxième à qui je dis j'ai pas envie 2e fois, puis j'en vois un 3e à qui je dis j'ai pas envie, qui me redit la même chose. Ok. Et puis il se trouve que j'avais des problèmes de couple avec ma première femme, et puis quelqu'un nous dit faites une psychothérapie de couple, et j'en dis tiens pourquoi pas, et on atterrit chez Anne Dufourmentel qui nous dit tout de suite voilà. Moi, je vais vous voir 4 ou 5 fois, mais ça, franchement, c'est pas une psychanalyse, c'est pas machin. Donc, on se voit 4 ou 5 fois.
Et au bout de 4 ou 5 fois, j'en parle à ma femme et je suis là, en fait, tu sais quoi, je crois que c'est une personne que j'aimerais continuer à avoir en analyse. Et voilà comment ça s'est fait, de manière inattendue. C'est marrant que t'as entendu ta réponse. C'est une personne que j'aimerais voir. Ah non, mais... C'est la personne, toi, qui t'a... Mon ex-femme, qui me connaissait bien, m'a dit tout de suite, de toute façon, alors là, t'as vraiment pas de problème à faire de transfert, vu que c'est exactement ton type de femme. C'est pour ça que je disais, j'ai pas fui, ou j'ai pas découvert, ou machin, j'ai assumé dès le début l'idée qu'il y avait comme une sorte comme si j'avais commencé une liaison amoureuse officielle auprès de mon épouse, avec Anne. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qui se sont déroulées pendant ces 10 années? Donc tu découvres ou redécouvres ta puissance. Tu dis tu dis ça a impacté tes amours, ton travail. Ouais. T'as changé de boulot, t'as changé de femme. Mm-hmm. Non, ça Exactement. peut être autre chose. Tu as eu les fruits de ce travail. Ouais. Genre c'était chouette, c'était des bons choix pour toi. Oui. Est-ce que la musique... je me retrouve pas que le moment où t'es allé voir ton ex-femme en lui disant tu n'es plus ma femme, ça s'appelle un choix. C'est elle qui m'a dit que... Ah, pardon. Chouette. Non, mais le choix, j'aime pas le choix parce que... Au boulot, alors, comme je te le disais, j'ai pas l'impression que mes plus grandes joies ont été causées par des choix réussis. Excuse-moi, moi... explique-moi, tu dis j'ai trouvé la puissance grâce à la psychanalyse. Pour moi, la puissance, c'était l'idée d'accepter justement... Alors, d'agir, c'est important. C'est très anxiogène aussi, la puissance, puisque c'est l'idée qu'on est responsable des choses. Tu as agi comment, du coup ? J'ai créé plusieurs associations. Je me suis engagé dans un militantisme. Je suis devenu... j'ai pris un poste de direction générale. Ça, ce sont des choix. Ce sont des choix, non ? Oui, mais il se trouve que c'est pas forcément ceux qui m'ont le plus comblé. Ok. Pour moi, la grande découverte de la psychanalyse, en tout cas mon truc, ça a été de m'accepter moi-même. Les vrais, ce que on va dire, tout un chacun, moi y compris, mais très naturellement comme une forme de réussite c'est pas ça qui m'a le plus apporté de joie, de faire des enfants. Évidemment, j'adore mes enfants, tout ce que tu veux, mais donc la puissance, c'est t'aimer toi. La puissance, ça a été d'accepter l'idée, d'être moi-même. D'être créateur, donc de passer d'usurpateur à créateur, tu as dit. Même d'être moi, tout simplement. C'est-à-dire de m'accepter aussi comme irrésolu et hésitant. Elle en est où, ce bruit de fond de musique permanent qui t'empêche de vivre ou de penser ? Il est toujours un peu là, par contre. Il est toujours un peu là, mais... il me semble moins... Non, c'est une bonne question que tu vois, c'est vraiment parce que je me la suis pas reposée en ces termes, mais j'ai pas le sentiment qu'il est disparu. J'ai quand même envie qu'on tente. C'est quoi, pour toi, le bol transparent que tu... En porcelaine. Excuse-moi, en porcelaine. C'est marrant que j'ai cette... Oui. Ce bol en porcelaine que tu embarques, c'est ton rêve que tu racontais juste avant. Non, mais c'est un autre phénomène, mais je t'ai dit qu'il y avait deux choses, mais j'y viens justement, ça a un rapport, c'est que quand j'ai appris qu'elle était décédée, mon premier sentiment, ça a été bizarre, hyper bizarre, que j'ai jamais réussi vraiment à déconstruire, qui était, j'avais l'impression que j'étais un criminel dont tous les crimes et délits étaient archivés, et que ce criminel apprenait que tout avait brûlé. C'est comme si tout le monde c'est comme si j'étais libéré de prison parce que toutes les traces de mes méfaits avaient disparu. Bizarre, comme... Tu as eu l'impression de raconter des méfaits pendant ton analyse ? Et pourtant, non. Enfin, si tu veux, j'ai pu en avoir des petits méfaits, mais rien qui relève de la prison. Néanmoins, cette impression que j'avais un passif qui venait de disparaître a été assez forte. Et le bol, c'est à ça que je pense. C'est l'idée du contenant, d'une sorte de, tu vois, d'un récipient, de quelque chose qui accueille et contient. Bon, il se trouve que c'est... Tu es en train de me définir bol tu es en train de me définir bol qu'à toi. J'associe moi au mot bol.
tu vois. Mais c'est un récit. Donc, tu m'as décrit ce que c'était un bol. C'est quoi pour toi ce bol ? C'est quoi le signifiant que tu aurais envie de donner ? C'est pour ça que je parlais de dossier. C'est que je pense qu'il y avait chez Anne l'idée que je me débarrassais. Je venais mettre dans un récipient beaucoup de ce sentiment d'inadéquation et d'usurpation. D'accord. Dont je souffrais, tu vois, une sorte de... Mais sauf que c'est un cas... Je me débarrassais de surcroît de peau morte ou de, tu vois. Ça marche pas parce que si j'ai bien compris, le rêve, c'est tous les patients de Anne Dufourmentel se retrouvent dans le cabinet, chacun prenant un objet. Toi, tu prends un bol en porcelaine vide avec toi, donc tu ne le laisses pas. Il est pas rempli de ces choses, tu ne le laisses pas là-bas. Il a été vidé. Il a été vidé. Ok. De toute façon, une interprétation, c'est toi qui l'as conduit, mais j'ai bof compris. Et ça m'amène à ma dernière question. Sens-tu le pouvoir potentiellement nocif, c'est mon avis, et que penses-tu de mon opinion, que cet amour éternel, ce transfert amoureux non résolu, non terminé, et c'est mon opinion à deux endroits. Bon, déjà, tu en as parlé, et à partir de tes propos. Et deuxièmement... Attends, je suis pas sûr d'avoir entendu la première question. Je crois que c'était une question mal posée, et la deuxième est une tentative de mieux dire la première. Ma question, c'est, mon opinion, c'est que le transfert amoureux non résolu est nocif pour toi, ou une charge pour toi, ou quelque chose d'encore enfermant, ou une clé pour la suite de ton émancipation. Et je vais te dire pourquoi je pense ça, et après je vais t'inviter à réagir, si tu le souhaites. J'entends un fort transfert amoureux puisque tu en as parlé, mais deux, quand tu m'as contacté et qu'on a fait le pré-entretien, à la question pourquoi tu veux faire ce témoignage, tu m'as dit un hommage. Donc en gros, tu m'as dit l'amour. Et moi, je t'ai dit non. Pas en ces termes, mais je t'ai dit, grave, tu vas pouvoir dire ce qui est vrai pour toi, mais moi, ça m'intéresse pas. Enfin, et du coup, on va aller à la rencontre de toi, et t'as dit OK. Or, si t'avais uniquement envie de sanctuariser et de rendre intouchable ce transfert amoureux et de considérer que cette Anne de Fourmentel était cette déesse incarnée, je pense que tu serais pas venu à ce micro parce que je t'ai prévenu qu'on allait aller dans un sens, et notamment, par exemple, une question que je t'ai pas posée, c'est où est-ce qu'elle a raté ? Et comme tu as accepté cette invitation de gratter, je me dis que possiblement tu peux toi aussi ressentir les limites de ce transfert amoureux qui existe encore. T'en penses quoi ? Comme je te l'ai dit, toute espèce d'objection m'intéresse, mais je la prends pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une objection de quelqu'un que j'ai rencontré il y a... Au-delà de l'intérêt, qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce qui résonne pour toi ? Bon, déjà, il y a une pour moi, tu fais une petite confusion, mais c'est un peu ce qui est facile à faire, qui est genre, si l'amour est pas fini, c'est que la psychanalyse est pas finie. C'est en quelque sorte ton... Non, reste avec moi, là. Je te demande pas de reformuler mon avis et de juger mon avis, et tu peux dire c'est une connerie. Alors, si t'as envie de répondre, saisis-t'en et fais-en quelque chose. Alors, oui ou non ? Moi, j'ai vu ce rapport amoureux comme un moyen et pas comme une limite. Ok. Aujourd'hui, ça ne te limite pas ? Aujourd'hui ? Oui. Je pense pas, non. Je pense qu'au contraire, il y avait quelque chose d'important pour moi, qui est un enjeu d'ordre sentimental pour libérer quelque chose qui était verrouillé. Mm-hmm. Donc, et c'est un peu pour ça, je pense que dès le début, j'ai pris cette espèce de posture dont j'étais encore une fois pas dupe, qui était celui de l'amant, parce que j'avais l'intuition. Ça t'a été utile. Et ça t'est utile. C'était un moyen intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, sa mort te donne des ailes ? Putain, c'est une vaste question, ça. Si je suis un petit peu froid, je considère que c'est une professionnelle à laquelle tu as donné beaucoup d'argent, et tu n'as pas le même type de deuil à faire avec elle que sa famille
et ces vrais amants, amoureux, pardon, et ces vrais réceptionneurs d'amour, quel que soit, enfants et autres. Toi, ton enjeu de deuil, c'est que tu puisses, selon moi, et c'est une opinion, célébrer le chemin parcouru, le juger à ta mesure et à ta guise, pour que cela te donne des ailes, que cette mort ne t'enferme pas, mais que tu puisses tourner la page et dire c'est triste, c'est catastrophique, c'est injuste possiblement, mais c'était ma psy. Et tu vois ce que tu vois? Donc c'est dans ce sens-là, ces ailes. Est-ce que sa mort aujourd'hui, tu dirais qu'elle t'a donné des ailes? J'aurais du mal à répondre à cette question parce que il me semble qu'elle ne correspond pas à mon système de valeurs. C'est-à-dire que pour moi, le but de l'existence n'est pas d'avoir des ailes, comme le but de l'existence n'est pas d'être positif ou d'être heureux. Il me semble que dans la mémoire, dans le deuil, dans l'idée de conserver une forme de blessure ouverte, il y a quelque chose de bien plus fort et de bien plus inspirant, en tout cas quelque chose qui me parle plus à moi, que l'idée d'avoir des ailes qui est, dans mon système de valeurs, pas associé à quelque chose de positif. Alors pourquoi avoir arrêté la psychanalyse tandis que la musique de fond et cette souffrance était toujours là? C'est une question que je ne cesse pas de me poser depuis. C'est effectivement la bonne question. C'est moi qui considérais qu'il n'y avait pas forcément de fin. Moi qui pourrais, je pense, et je veux croire, comme n'importe quelle personne qui a fait cet exercice, qui pourrait penser que j'ai pas fini. Par ailleurs, de faire faire le travail qui aurait été intéressant de faire. Là, il y avait quelque chose à la fois, il y a eu cet univers symbolique de la fin de l'année scolaire, la fin de sa vie, et à la fois, pourquoi? Je crois que j'aime bien les choses un peu gâchées, pour le dire autrement. Je crois que donc tu ne reprends pas une psychanalyse. J'aime bien l'idée d'un truc inachevé. Je fais partie de ces gens. Tu dois en connaître plein. Peut-être que c'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Ouais. Attends, j'aimerais bien comprendre. Donc toi, tu as arrêté ton chemin thérapeutique, sous quelque forme que ce soit, parce que tu apprécies que ça soit gâché. J'apprécie que ce qui pourrait passer pour un travail soit gâché, dans le sens où je crois que les choses réussies, j'essaye de pas, parce que j'ai tendance naturellement à être facilement dans la posture, mais je trouve ça moi je comprends pas. Réussir la musique continue à te blesser. Ouais. Pourquoi arrêter? Tu sais pas. Parce que je pense pas qu'être libéré, ça soit forcément quelque chose de si essentiel dans l'existence. La question n'est pas d'être libéré, la question est tu décris une série de souffrances qui existent encore aujourd'hui, et tu étais sur un chemin thérapeutique qui s'est interrompu contre ton gré. Exactement. Et du coup, c'est très différent. Tu n'as pas toi mis le point final. Or, son point final à elle a été obligatoire. Mais votre histoire, c'est pas ça. Votre histoire, c'est ton chemin de thérapie auquel seul toi peut mettre le point final à ta guise. Et donc, il y a forcément quelque chose en suspens. Tu laisses entendre que le but de la thérapie, ce serait d'y mettre un point final. Le but de la thérapie, c'est que toi, tu décides d'arrêter de payer le gars ou la meuf quand tu décides que, voilà, j'ai suffisamment de musique ou j'en ai moins comme je souhaite. Tu dis continuer à souffrir. Et tu dis pour autant, tu pourrais aussi me répondre, écoute, je continue à souffrir, mais sa mort m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais envie d'arrêter mon chemin thérapeutique et que cette souffrance, au final, je la veux ou elle me fait plus trop mal. Mais tu dis rien de tout ça. Non, parce que je le pense pas vraiment. Parce que, on en a parlé rapidement, mais j'ai été quitté par les deux mères de mes enfants. Parce que mes enfants, et si on en fait l'expérience, ne serait-ce qu'en étant enfant soi-même, c'est une histoire. Ils vont partir à un moment. C'est pas moi qui les aurais mis dehors. Enfin, ça pourrait être moi, mais je pense pas que ce sera le cas. Bref, j'ai fait plus d'une fois l'expérience dans mon existence que des choses perdaient pas ni de leur valeur, ni de leur force, ni de leur importance et de leur durée, sous prétexte que c'est pas toi qui y avais mis fin. J'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais parlé de ça. Et non, mais j'ai pas dit que tu l'avais dit. J'essaye de développer ce qui est mon univers mental. Et dans mon univers mental, l'idée que le sort ou le destin ait mis fin à ma place,
à quelque chose dont, a priori, comme c'est moi qui payais, c'était censé être moi qui décidais ou pas, continuer, me semble correspondre à l'idée que je me fais de l'existence. Tu choisis pas non plus l'heure de ta mort. Enfin, si tu peux, mais je trouve que... Voilà, Et du coup, toi, tu choisis de continuer à souffrir. Et moi, je choisis de continuer à conserver un certain nombre de blessures ouvertes ou de difficultés, parce que je trouve que c'est un chemin séduisant dans la vie et que je crois pas, ou j'ai énormément de méfiance avec l'idée d'une totale libération. Et pour reprendre ton... Moi, je crois pas à la totale libération. Je crois pas à la disparition des blessures. J'ai pas dit que tu le disais. Hein, non, bien sûr. Je rebondis. Fait l'effort de... Voilà, bien sûr, je rebondis. Je crois, moi, personnellement, donc j'ai entendu ton opinion et ton système de valeurs. Moi, je crois que... C'est un peu ronflant de parler de système de valeurs. Je m'excuse pour nos auditrices et nos auditeurs, parce que pour laisser penser qu'il y a une sorte de... Je te remercie de me laisser tout à fait libre de mes mots et de si je souhaite... C'est moi qui ai parlé de système de valeurs. Non, c'est moi. Ah, bon. Non, je pense que c'est moi. Et si je souhaite m'en excuser, je le ferai moi-même. Mais je ne souhaite pas m'en excuser. Et je crois à... Parce que je crois que les blessures... Je parle de moi. Je crois que mes blessures ne disparaîtront pas. Je crois que le chemin thérapeutique peut les cicatriser, faire que quand je mets mes habits d'amour, de boulot, le tissu qui rencontre les cicatrices ne les réouvre pas. Et ça, je pense que c'est atteignable. Et je pense que en revanche, parfois, bon, il y a certains tissus qui m'irritent plus. Donc, tu vois, par tissu, j'entends, je sais pas, toutes les couches de ma vie, tu vois, tout ce que je peux entreprendre et faire en tant que amant, amoureux, frère, cousin, professionnel, podcasteur, etc. Donc, je choisis peut-être aussi certains tissus qui me vont mieux. Je pense que parfois, quand je fais certains mouvements, j'ai mal quand même. La douleur revient. Ouais. Mais ça saigne plus et la douleur est furtive. C'est mon opinion. Tu veux avoir la dernière bafouille ? Non. Ouais, si, c'est la dernière. C'est ça le truc. Parce que là, tu ouvres un truc qui est pour moi assez important, c'est qu'effectivement, je me représente pas du tout ce que tu viens de dire. Et là, on est d'accord qu'on est dans le, comment tu disais, rebondir. Je rebondis sur Mais ce que vas-y. tu disais. Et ça sera ton dernier mot. Pour moi, les blessures, faut que ça reste ouvert. Je déteste l'idée que ça puisse cicatriser et j'aime beaucoup l'idée qu'on porte en nous des blessures qui se réouvrent régulièrement parce que c'est notre mémoire, parce qu'on n'a que ça, parce que si mes enfants mouraient demain, je voudrais pas être consolé, je voudrais pas que ça cicatrise, parce que quand Anne est morte, je veux que j'espère, parce que c'est tout ce qui me reste d'elle, comme je pourrais dire de mon ex-femme ou de mes enfants quand ils seront partis ou peut-être morts s'ils meurent avant moi, j'espère que j'aurai toujours la boule dans la gorge en y pensant et que l'idée d'une cicatrisation m'est très déplaisante. C'est ce que je veux dire. Je trouve ça passionnant. C'est différent, cette différence entre nous. Moi, j'ai pas envie parce que ça saigne et ça tache tous ces habits dont je parlais, donc je peux plus rien faire. En revanche, non, j'ai bien sûr pas envie d'effacer la vie, d'effacer les souffrances, d'effacer les larmes ouais. Mais j'ai pas envie que ça saigne, quoi. Ça me nique tous mes t-shirts. Oui, mais ce que tu pourrais regretter, à la limite, c'est de faire souffrir les autres avec ton bagage, ton passif, ou de rater des occasions. Mais il me semble que si t'as choisi cette activité, qui est quand même une activité d'écoute, tu le fais parce que tu sais qu'il y a en toi une capacité à accepter l'autre dans son altérité et avec son passé, etc. Mm-hmm. Et en disant je veux cicatriser, d'une certaine manière, c'est interdire aux autres de voir l'intérieur de la plaie, quoi. Non, pas du tout. Moi, ma capacité d'écoute et d'accueil de la différence, c'est le fruit de mes blessures qui ont cicatrisé. Parce que tant que ça... le fruit de la cicatrisation, voilà. Pas de la blessure elle-même. Ouais. Parce qu'en fait, tant que ça saigne, je suis incapable de t'écouter. Incapable. J'ai mal, ça saigne, ça en fout partout. D'accord. Mais on est. D'accord que la plaie, c'est ce qui permet de voir l'intérieur, quoi. Non, mais ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. T'as choisi un podcast sur la psychanalyse. Tu viens demander aux gens d'ouvrir leur plaie. Tu veux voir ce qui s'est passé avant la cicatrice.
Ah non, non, non. Ça s'appelle ma dernière séance de psychanalyse parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la cicatrisation. Ouais, peut-être. Non, et puis en fait, une fois qu'on regarde dans la plaie, moi, si les gens sortent d'ici en ayant juste mal, moi, j'ai un peu la gerbe. Hein. Non, là, je parlais du bénéfice pour toi. Parce qu'on était... Ouais, ben non, pas du tout. De... Ouais, pas du tout. Mais j'entends. En tout cas, merci. C'était pour moi un échange vachement intéressant. Vachement intéressant parce qu'il résonne aussi pour moi dans mon rapport aux autres, tu vois. Et je me suis quand même entendu avec mes clés, mes opinions. Bon, après, on le fait tous. Voilà, tout à fait. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi. Et je trouve c'est intéressant d'essayer de... Pour moi, c'est compliqué d'essayer de tout à fait comprendre ce que tu dis et d'accepter que certaines personnes peuvent choisir ça. Parce que j'ai ce rôle toujours de sauveur. Moi, je veux que ça cicatrise et je crois que ce que je retiens de cet échange, c'est mon élan permanent à vouloir que les autres se cicatrisent est en fait assez malvenu. Moi, il m'intéresse pas trop. Je pense que il y a certaines personnes que j'ai envie d'accueillir alors qu'elles sont dans leur plaie, à les réouvrir et à saigner. Et peut-être naviguer autrement. Mais bon, c'est peut-être... Non, là aussi, je t'écoute à l'aune de mon propre filtre. Et peut-être couper, prendre de la distance, parce qu'ils m'éclaboussent avec leur sang qui coule à flot à chaque fois qu'ils réouvrent les plaies. Ah ouais? Ah ouais, moi ça me... là, c'est vraiment... marrant parce que... C'est vraiment ton dernier mot, pour le coup. Ouais, non, Mais vas-y. Là, si tu regardes tout le temps passé ensemble... est-ce que il y a une chose qui te vient pour terminer? Bon, J'ai une idée. Vas-y. Imagine que l'au-delà existe et qu'il est possible que ta psychanalyste entende ce dernier message. Dis-moi si t'as envie de jouer à ce jeu. C'est une bonne... C'est un jeu, tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que je voudrais... Tu lui dirais quoi? Je crois que histoire de dire un truc insolite, hein, pas. Non, Fred. Vous avez changé ma vie, merci pour tout. Fred, non. Sors de l'exercice de communication. T'es obligé justement. Non, je pense qu'il y a un truc, justement, un mot qui est pas forcément. C'est bizarrement peut-être le premier qui me viendra à l'esprit, alors que c'est pas forcément. Il va pas forcément éclairer beaucoup de ce que j'aurais pu vouloir dire. C'est le mot de douceur. Je pense j'ai découvert une douceur. Tu lui dirais quoi? Il se trouve que c'était un truc important pour elle et je crois que je lui dirais merci pour la douceur. Voilà. Conclusion dont je pense que je suis pas sûr, malheureusement, qu'il y ait beaucoup d'analysants qui pourraient dire ça de leur psychanalyste. Je pense que c'est un élément que j'avais tendance à sous-estimer, voire à mépriser. Eh bien, j'ai appris avec Anne que il y avait beaucoup de puissance dans la douceur. Eh bien, si mon ancienne analyste écoute, je lui fais le même compliment. Je crois que je lui dis la même chose. Merci pour la douceur. Et merci à toi. Merci. Ça va ? Oui, ça va. Moi, j'ai toujours un délai de... Faut atterrir. Ouais. Bah non, mais j'ai trouvé ça cool. T'as un modèle économique ? Je suis désolé de te poser cette question triviale. Bah, pourquoi t'es désolé ? Parce que c'est un peu trivial. Tu sais, dans notre société, ça se fait pas tellement de se dire « Mais tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais ?» En tout cas, je suis très à l'aise de te dire, j'ai pas envie de répondre si c'était le cas, et je te réponds sans souci. Je ne gagne pas ma vie avec pour le moment. Ouais. J'ai des dons. Enfin, les auditeurs, auditrices peuvent me faire des dons. Du coup, je vais laisser ce passage à la fin du podcast, parce que ça va me permettre, c'est parfait, de dire aux gens... pour moi, c'est vraiment chouette, c'est vraiment important. Pour le moment, je peux pas du tout subvenir à mes besoins. Parce que j'y ai pensé, parce que comme tu le sais, enfin, je vais avant. Attends, laisse-moi terminer, je suis en train de te répondre. Pour moi, les dons, c'est vachement important. Ça permet pas de subvenir à mes besoins. Mais en fait, je contacte chaque personne et je lui dis, ah ben, trop cool, pourquoi? Et ça donne l'occasion. J'ai des soutiens par les mots et des soutiens financiers. Et connecter les deux a fait beaucoup de sens pour moi. Comme une valorisation
de l'importance de mon travail, là où je suis assez isolé. Et... Non, j'y ai pensé parce qu'en venant, je me suis dit, tiens, j'ai même pas. Est-ce qu'il faut le payer? Et c'est aussi, tu sais, associé à l'idée de la séance. Je suis monté en me disant, tu sais, parce qu'il y a ce truc de payer en liquide, alors je trouve que Anne prenait l'échec, mais il y a plein de psys qui continuent à être attachés au fait que tu payes en liquide. Et Fred, je ne suis pas... Je sais. Je ne suis pas psychanalyste. C'est une analogie. C'est de se retrouver dans cette même situation, à être en bas, parce que pour être à l'heure, comme tu le soulignais, c'est le seul moyen d'être à l'heure, c'est d'être en avance. C'est ça qui s'est joué à toi, ouais. T'es en dessous en train d'attendre et tu te dis d'un seul coup, putain, je suis dans la même situation qu'avec une psy. C'est-à-dire, j'attends que ce soit pile l'heure parce qu'il n'y a pas de salle d'attente et tout. Et du coup, association d'idées, tiens. Et bougie parfumée. Est-ce que j'ai du liquide? Et bougie parfumée. Peut-être que notre échange, alors. Je crois que tu sous-estimes l'importance que c'est d'allumer ou pas une bougie. Tu rentres dans une pièce, elle est allumée, c'est pas du tout la même chose qu'elle n'est pas allumée. Certainement. Peut-être que notre échange sera le début de ta prochaine, de la suite de ton chemin. Peut-être. À mon avis, les gens viennent ici pas par hasard, en sachant que ça a de la psychanalyse sans en être. Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.